avec beaucoup de modernité, d'infographie, de PowerPoint. Vous allez voir, ça a été très réalisé. Je salue Nathalie Sénécal, directrice de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. Bonjour. Accompagnée de Madame Catherine Mangenet, qui est chef de projet équipement et santé pour l'Île-de-France. C'est un binôme introductif pour cette table ronde où on ne veut pas vous épuiser de chiffres, mais vous donner quand même l'essentiel du panorama, que ce soit bien clair pour vous, pour aborder encore une fois une thématique essentielle, celle de la démographie régionale. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, si vous êtes tous le doigt sur la gâchette de votre portable pour le mettre en mode avion, pour que les interférences soient bien filmées sans parasites, c'est parfait. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup. Je suis donc Nathalie Sénécal, médecin de santé publique et directrice de l'Observatoire régional de la santé. Je vais commencer, puis je passerai la parole ensuite à Catherine Mongelet. Donc, on nous a demandé de vous faire une présentation de la démographie médicale, de la démographie des professionnels de santé, en Île-de-France. Et pour ce qui concerne la présence des professionnels, on l'a déjà vu, en tout cas cet après-midi, puisque je n'ai pas pu être là ce matin, mais je pense que ça a été abordé aussi, que l'Île-de-France est une région qui présente de très forts contrastes. Alors, des contrastes d'abord en termes de densité. Donc vous avez, pour ne pas vous abreuver de diapositives, j'ai mis plusieurs diapositives sur la même, ce qui fait que c'est devenu illisible, donc je m'en excuse. Mais globalement, vous avez en termes de messages assez frappants, l'Île-de-France se caractérise soit par des densités qui sont plutôt parmi les plus basses de France, voire les plus basses de France, soit par des densités qui sont parmi les plus élevées, voire les plus élevées. Donc, parmi les plus basses, on a les médecins généralistes libéraux et les infirmiers libéraux, et parmi les plus élevés, on a les médecins spécialistes et notamment les ophtalmos. Donc, je vais revenir un petit peu dans le détail et vous expliciter certains chiffres. Donc, les médecins généralistes, qui sont, je crois, ici, mais moi je ne vois rien, c'est cette carte-là. La France compte aujourd'hui, alors d'abord je m'excuse, en termes de sources, on a déjà eu cette petite discussion avec mon voisin de droite. On ne sera pas forcément en accord avec les sources des ordres. On travaille notamment à partir des bases, soit de l'ARS, soit du RPPS. Et donc, on peut avoir des sources qui sont discordantes, mais globalement, ça sera pareil pour tous les ordres. Donc, on a pour les médecins généralistes libéraux en France un peu plus de 60 000 médecins généralistes exerçant en exercice libéral exclusif ou partiel, soit à peu près 60% de l'ensemble des médecins généralistes, et ce qui fait une densité de 92,9 médecins généralistes pour 100 000 habitants au 1er janvier 2015. Et le nombre et la densité des médecins généralistes libéraux diminuent depuis 2012. Et donc les densités de médecins généralistes les plus faibles sont observées dans les 3 départements des régions ultramarines que vous voyez ici, et aussi pour l'Hexagone, en Île-de-France ici et en Centre-Val de Loire. On a donc en Île-de-France une densité de 80,7 médecins pour 100 000 habitants, alors qu'elle est plutôt de 93, 92,9 en France. Pour ce qui concerne les infirmiers, la France, c'est la carte à droite ici, la France compte 110 000 infirmiers libéraux, soit 17% des infirmiers, ou encore 168,2 infirmiers pour 100 000 habitants. Au cours des dernières années, le nombre et la densité n'a pas cessé d'augmenter pour les infirmiers de manière générale en France, alors qu'en Île-de-France, j'y reviendrai un petit peu plus tard, elle diminue sur l'ensemble des départements. Donc on voit que la densité des infirmiers, là aussi, diffère selon les régions, et les régions les moins dotées sont plutôt dans le nord de l'Hexagone, et notamment en Île-de-France, où la densité des infirmiers est la plus basse de France, et elle est 2 fois plus basse que la moyenne nationale, puisqu'elle est de 79,1 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne française est de 168,2. En ce qui concerne les chirurgiens dentistes libéraux, on arrive là dans les situations plus favorables. On a donc en France 37 000 chirurgiens dentistes libéraux ou mixtes, à peu près 90% de la profession, soit 56,2 pour 100 000 habitants. C'est un nombre qui reste stable, et du fait de la progression démographique, on a donc une densité qui a tendance à diminuer. Les densités en chirurgiens dentistes libéraux varient fortement, là aussi, selon les régions, et l'Île-de-France fait partie là des régions les mieux pourvues, avec une densité de 60,6 contre 56,2 dans le reste de la France. En ce qui concerne les gynécologues, on a en France un peu plus de 5200 gynécologues libéraux,
ou à exercice libéral exclusif ou combiné. C'est à peu près 70% de la profession des gynécologues obstétriciens, soit 18,8 gynécologues pour 100 000 femmes de 15 ans et plus. Et c'est un nombre qui a tendance à diminuer. Et pour le coup, l'Île-de-France est la région la mieux dotée, avec une densité de 27,5 pour 100 000 femmes, alors que je vous rappelle qu'elle était de 18,8 en moyenne en France. Et elle est 2 fois plus élevée en Île-de-France que dans les pays, que dans les régions limitrophes, et notamment en Pays de la Loire, où elle est la plus basse, à 13 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus. En termes d'ophtalmologues libéraux, on en compte 9 500 en France ayant une activité libérale ou mixte, soit 7,3 pour 100 000 habitants. Le nombre reste stable depuis 2012 et les densités les plus élevées sont observées notamment dans le pourtour méditerranéen, comme pour la plupart des spécialistes, ce que vous voyez assez nettement dans les zones foncées, et notamment aussi en Île-de-France. Si l'on s'intéresse à la répartition sur le territoire, là aussi on a une situation assez contrastée. Pour les médecins généralistes, par exemple, qui sont donc à gauche sur l'écran, donc je vous rappelle qu'on avait une densité moyenne en Île-de-France qui était parmi les plus faibles de France, mais au sein de l'Île-de-France, on a des forts contrastes, puisqu'on a une densité sur Paris qui est nettement supérieure à la moyenne nationale. Donc là, je m'excuse, vous avez donné pour 10 000 habitants, donc il faut rajouter un 0 pour retrouver les chiffres des cartes d'avant. Mais donc, on a 121 médecins généralistes pour 100 000 habitants à Paris, et on en a 2 fois moins. Le petit point rouge est resté. C'est pas grave. On en a 2 fois moins en Seine-Saint-Denis, avec la densité la plus basse à 67 médecins pour 100 000 habitants. Sachant qu'un tiers des médecins généralistes en Île-de-France exercent à Paris, et qu'une autre spécificité francilienne, c'est le faible taux de médecins installés en secteur 2. Et une autre particularité, mais pas spécifique à Île-de-France, c'est la forte féminisation des médecins généralistes. Quand on regarde au niveau infrarégional, vous avez ici une carte au niveau de ce qu'on appelle les pseudo-cantons. On a des écarts encore plus marqués, avec ici en tout petit, vous ne voyez peut-être pas, une zone grisée, qui veut dire qu'il n'y a pas de médecins généralistes sur ce territoire. On a quand même une proportion assez importante de zones jaunes claires, c'est-à-dire qu'on a moins de... jaune clair et jaune orangé, toutes ces zones-là, c'est qu'on a moins de 9 médecins généralistes installés pour 100 000 habitants. Au niveau des spécialistes, les parties des cartes de droite, là aussi, on a des contrastes très importants, puisque là, je vous rappelle qu'on a une densité moyenne francilienne parmi les plus élevées de France. Et par contre, on a des écarts de 1 à 4 entre les départements. Là aussi, Paris est le mieux pourvu et la Seine-Saint-Denis le moins bien pourvu. Mais si on va un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que si même Paris est globalement bien pourvu, on a un contraste entre l'ouest et l'est parisien assez prononcé. Et puis surtout, on a une vingtaine de zones qu'on appelle les pseudo-cantons sans spécialistes installés. Alors qu'encore une fois, la moyenne régionale est parmi les plus fortes de France entière. Ah. Je suis désolé. Décidément, je vous... Non, c'est bon. Ça ne me dérange pas. Du coup, on va arriver... Ouais. Là. Ok. Donc là, on a à gauche, vous avez les infirmiers, à droite, vous avez les chirurgiens dentistes. Donc je vous rappelle que pour les infirmiers, la densité moyenne régionale est la plus faible de France et que cette densité impacte l'ensemble des départements franciliens. Tous les territoires sont sous-dotés, Paris étant un petit peu moins affecté que les autres départements. Et on a aussi un clivage quand même assez prononcé entre des infirmiers beaucoup plus installés dans l'Est que dans l'Ouest du territoire. Pour les chirurgiens dentistes, là aussi, on a une offre très contrastée quand on regarde au niveau
plus fin au niveau du territoire, puisqu'on a une densité moyenne très forte, mais ça n'exclut pas qu'il y ait certaines zones sans aucun spécialiste installé. Pour être un peu global, donc je m'excuse, normalement il y avait la carte des masseurs-kinés, mais qui a disparu de cette présentation. On avait globalement, un peu comme les sages-femmes, un clivage entre l'Est et l'Ouest assez important sur le territoire. Et puis pour ne pas oublier les pharmaciens, on avait représenté ici, sachant que pour les pharmaciens, on n'avait pas pris en compte le nombre de pharmaciens, mais plutôt le nombre d'officines, ce qui peut être un indicateur aussi contestable, mais ça nous paraissait un peu plus représentatif de l'offre d'un point de vue patient. Et juste pour, à titre d'information, l'Observatoire, qui existe depuis 40 ans, avait réalisé un premier tableau de bord régional en 92. Et en 92 déjà, on avait pu relever qu'il y avait quand même de fortes disparités au niveau territorial, avec déjà Paris très bien doté par rapport à ses voisins, que ce soit en médecins généralistes ou en médecins spécialistes. Je passe la parole à Catherine Mangenet qui va revenir plus en détail sur les échelles d'observation. Oui, voilà, bonjour. Je vais, vous inquiétez pas, en voyant les cartes, je ne vais pas redire ce que Nathalie a déjà dit, plus m'interroger du coup en fonction de ce qui vient d'être dit. Finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que la région est bien dotée ou mal dotée en professionnels compte tenu des besoins des habitants ? Et pour répondre à cette question, on se rend compte qu'on est assez vite confronté aux questions d'échelle dont nous parlait Nathalie. Donc là, j'ai repris juste la carte, c'est une carte à titre d'exemple, hein, sur les densités de généralistes libéraux et mixtes, donc par région, où Nathalie vous disait que l'Île-de-France est parmi les plus faibles régions, enfin, est la région la plus faiblement dotée par rapport aux autres régions françaises. Quand on regarde par département, on se rend compte déjà que certains départements, notamment Paris, que vous voyez affiché en vert foncé, est bien doté et que d'autres départements peuvent être moins bien dotés. Mais si on continue à descendre dans l'échelle d'observation, on se rend compte que, effectivement, au niveau des pseudo-cantons, comme vous montrez Nathalie, mais également au niveau des communes, on observe des densités d'offres qui sont complètement différentes d'une commune à l'autre. Si on descend encore plus bas, parce que finalement un généraliste, c'est quelque chose, enfin, c'est un service, c'est quelqu'un, mais c'est surtout un service qu'on va chercher dans la proximité de chez soi. Et du coup, si on regarde, si on observe à l'échelle des quartiers, et notamment le nombre de généralistes que les habitants peuvent trouver dans un rayon d'1 kilomètre de chez eux, on se rend compte que même au niveau des quartiers et des différentes communes, il y a des différences tout à fait notables. C'est les petites zones qui apparaissent en rouge, c'est les quartiers qui ont une forte offre dans un rayon d'1 kilomètre. Et les quartiers qui apparaissent en vert clair sont ceux qui ont une offre beaucoup moins importante. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce qui apparaît en bleu foncé et en bleu très foncé. C'est les zones qui sont densément habitées, mais qui n'ont aucune offre de généraliste libéral dans un rayon d'1 kilomètre. Donc on se rend compte qu'en fonction de l'échelle d'observation, les constats peuvent être sensiblement différents. Donc ça pose toute la question des échelles d'observation. Et là, j'ai repris des travaux qu'on a réalisés à l'IAU, mais qui sont sensiblement similaires à l'APL de l'adresse ou de l'INSEE, construit en collaboration avec l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, où on essaye de calculer des densités de médecins accessibles, mais vraiment cette fois en partant des habitants, des lieux de résidence des habitants, et en regardant, en se dédouanant des frontières administratives, parce qu'on peut très bien aller voir un professionnel de santé en dehors de sa commune, en dehors de son département, il suffit qu'il soit relativement proche ou qu'on puisse y accéder. Donc on a regardé finalement les densités de médecins potentiellement accessibles rapportées à la population de ces différentes mailles. Là, on est à des mailles d'observation qui sont à l'échelle de 250 mètres, donc quelque chose de relativement fin. Tout l'intérêt de cette échelle d'observation, c'est d'une part de se dédouaner des frontières administratives, comme je vous le disais. Ça nécessite quand même aussi d'intégrer la notion d'équivalent temps plein en offre médicale, puisqu'on sait bien que tous les médecins ne travaillent pas, entre guillemets, du lundi au vendredi de la même manière.
Donc compter des médecins, ça suffit pas, je dirais, il faut compter des activités de médecins. Ça permet également de rapporter les professionnels de santé à la population qui se partage en fait leur carnet de rendez-vous. Parce qu'il faut bien entendre aussi la dimension temporelle et la dimension d'engorgement potentiel des médecins en exercice. Effectivement, on peut avoir 100 médecins dans une zone, mais s'ils se partagent une patientèle très nombreuse, en termes d'accessibilité à l'offre, ça pose quand même des problèmes pour les patients. Un autre élément ici, c'est qu'on rapporte souvent le nombre de médecins qu'on observe dans une commune à la population de la commune. Il faut savoir, on le sait d'ailleurs, hein, que les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on a une population particulièrement âgée, une population de femmes relativement jeunes, en tout cas en âge de procréer, et que du coup, ces mesures de densité sont à pondérer en fonction des besoins. Et du coup, il est important d'arriver à pondérer ce nombre de médecins par une population dont, par exemple, les personnes âgées auraient un poids plus important. La question aussi, c'est d'arriver à anticiper les évolutions à la fois des professionnels de santé. On sait bien que, et j'y reviendrai par la suite, un certain nombre de professions comptent une part importante de professionnels qui arrivent proche de l'âge de la retraite. Donc il faut arriver aussi à avoir des pointeurs d'alerte pour repérer les zones en tension. Également intégrer, anticiper un petit peu les évolutions de population. Là, c'est l'urbaniste qui parle, mais c'est vrai que des zones où il y a des énormes programmes immobiliers qui vont attirer de nouveaux habitants et du coup potentiellement de nouveaux patients sont quand même à intégrer aussi en amont dans l'observation des inégalités de répartition des professionnels de santé. Évidemment, ça pose la question aussi d'intégrer d'une manière ou d'une autre l'offre complémentaire à l'exercice libéral que sont les centres de santé, les hôpitaux et notamment les consultations externes dans les hôpitaux, les PMI, etc. Alors, je vous disais qu'il fallait tenir compte des besoins et des spécificités des territoires. Et effectivement, je ne sais pas si tout le monde ici est bien au fait de la grande diversité et du fait que la région est extrêmement contrastée. D'une part, c'est une région qui est à la fois rurale et fortement urbanisée. Alors, on connaît tous la densité urbaine de Paris ou du cœur d'agglomération. Ce qu'on sait moins, c'est que toutes les franges de France sont à la fois très rurales. Donc c'est ce qui apparaît en jaune et un petit peu en vert sur la carte. Donc ça, c'est des espaces qui sont vraiment ruraux, périurbains, mais qui sont maillés par un réseau de polarités relativement constituées et qui peuvent être pour certaines fortes. C'est une région, et donc vous le voyez sur la carte ici, c'est une région qui est également très contrastée socialement, on en parlait tout à l'heure, mais visuellement c'est assez fort. Les zones bleues sont les zones les plus pauvres, les zones rouges sont les zones les plus riches, pour faire court, hein. Et on voit qu'effectivement les besoins des habitants peuvent être sensiblement différents d'une zone à une autre en Île-de-France, avec des besoins également d'accompagnement vers le soin, des besoins d'accompagnement spécifique dans le soin, etc. Sur la carte du dessous, je vous ai mis aussi les concentrations d'équipements et services qu'on repère sur le territoire. Et on voit dans les zones bleues, c'est les zones qui sont bien équipées d'une manière générale en équipements et services. Excusez-moi, les médecins, je les considère aussi comme des services dans nos approches d'aménageurs. Et effectivement, on voit que certaines zones sont relativement complètes en offre, que ce soit d'enseignement scolaire, culturel, sportive, médical. D'autres sont moins largement dotés. Pourquoi je vous présente cette carte aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on remarque que les médecins sont plus présents dans les zones urbaines, dans les zones denses et dans les zones aisées, puisque de fait, les médecins aussi ou les professionnels de santé privilégient à la fois la qualité de vie pour eux et pour leur famille, et notamment, mais ça, vous le savez mieux que moi, il y a un vrai désir de travailler en groupe et de ne plus travailler seul.
Ceci étant, cette aspiration-là est mise en tension en fait avec les coûts du foncier, les coûts du loyer, la sécurité, les navettes domicile-travail qui peuvent être assez fortes en Île-de-France, l'engorgement des infrastructures routières, etc., qui freinent à la fois l'installation et la qualité d'exercice pour certains professionnels de santé dans certains territoires. Et je pense notamment aux infirmiers, les cartes que montrait Nathalie tout à l'heure, où effectivement on voit des infirmiers plus particulièrement présents dans les zones rurales, ça rentre aussi en résonance avec ces contraintes-là. Vous serait-il possible de conclure dans les secondes qui viennent? Ah bon? Parce que c'est Oui, très oui, bien sûr. Voilà, ouais, pour qu'on ouais. tienne un Je petit peu. vais aller vite. Je vais Merci passer sur le beaucoup. fait je vais passer très vite sur le fait qu'effectivement la démographie médicale est en baisse en Île-de-France et que cette baisse a plutôt tendance à accentuer les disparités géographiques, puisqu'on voit, je ne vais pas vous commenter les graphiques qui sont un peu compliqués, ce qu'on voit c'est que les proportions, le rythme de la diminution de la densité médicale dans différentes professions finalement est encore plus forte dans les départements qui étaient déjà les moins bien dotés. Donc cette dynamique ne renforce pas du tout, ne rétablit pas les constats. On voit aussi, et ça c'est des diapositives qui m'ont été fournies par l'ARS, que finalement les nouveaux installés, notamment en médecine générale, finalement s'installent dans les zones où il y a déjà une offre, des zones fortement denses, et que finalement assez peu s'installent dans des zones sous-dotées. Que la démographie médicale vieillit, bon je passe vite, de l'intérêt de penser, en tout cas d'observer les inégalités territoriales de démographie médicale en termes de parcours de soins, pour essayer de justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à la table ronde précédente, d'arriver à combiner des zones déficitaires à la fois en généraliste, en masseur-kiné, en infirmier, pour arriver à comprendre comment les patients peuvent avoir un parcours coordonné de soins. Sans parler, mais j'en parle quand même un tout petit peu, des problèmes d'accessibilité financière. Donc dans nos densités, il faut quand même intégrer cette dimension de secteur de conventionnement pour vérifier que l'ensemble des franciliens peuvent avoir accès à des soins qui peuvent s'offrir. Je passe sur le zonage. Ce que je voulais dire, c'est effectivement tenir compte aussi des spécificités territoriales et de la capacité d'action des collectivités territoriales qui, elles, arrivent, qui ont quand même un rôle à jouer qui est complémentaire de celui des ARS et des autres instances sanitaires, puisqu'elles ont des leviers d'action sur la santé, que ce soit sur les déterminants de santé. Donc elles peuvent permettre aux patients d'être, entre guillemets, moins malades et d'avoir moins recours au système médical, mais également elles peuvent répondre à certaines des aspirations des professionnels de santé, notamment les accompagner soit dans la recherche d'un logement, soit dans l'installation d'un cabinet médical, dans l'aide à l'informatisation, à la sécurisation, etc. Mais que tout ça, ça dépend très fortement de leurs compétences et de leurs capacités financières qui sont à peu près aussi inégales que la carte que je vous ai montrée sur les inégalités sociales en Île-de-France. Et de fait, ce paysage institutionnel est en pleine refonte aujourd'hui. Vous avez entendu l'acte 3 de la décentralisation, l'instauration de la métropole du Grand Paris, du nouveau schéma de coopération intercommunale, ce qui fait qu'aujourd'hui, le système des collectivités locales est en refonte assez forte, que ce soit en termes de compétences, de finances, mais également de territoires d'action, et que effectivement ce sont des nouveaux interlocuteurs auxquels vous aurez à faire face demain. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'étiez pas là ce matin, mais j'étais le rabat-joie de service. Pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais de toute façon, on essaiera de revenir sur ce rôle très intéressant que vous avez d'aménageur aussi du territoire et sur les installations.